On parle aujourd'hui de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec la réélection de Yael Braun-Pivet au perchoir. Incroyable mais vrai, Yael Braun-Pivet, réélue présidente de l'Assemblée nationale. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Euh, euh, Bah, en fait, on n'en pense pas grand-chose en réalité. En fait, on n'en pense pas grand-chose. C'était entendu. Enfin, honnêtement, c'était entendu dès la veille au soir, quand on a su que les Républicains euh, se désisteraient en faveur de Yael Braun-Pivet pour voter massivement pour elle. Ça, nous le savions dès la veille au soir. Donc, au fond, une fois que ceci était établi, il suffisait de faire les additions et de se rendre compte que, bah oui, effectivement, à quelques voix près, et selon toute probabilité, Yael Braun-Pivet serait réélue au perchoir. Alors sachez que hier, j'ai même pas pu suivre la séance en direct. En fait, je bossais, j'étais obligé de bosser sur toute autre chose. Donc, dites-moi ce qu'ont fait les Lyottes. Les Lyottes, ils ont voté pour elle, c'est ça? Surpris que Lyotte ait voté pour elle. Ok, ok. Lyotte a fait la différence. Et c'est ça, hein. Ok. Et Charles de Courson s'est désisté ou pas? Oui, Charles de Courson s'est désisté sur le dernier tour. C'était divisé, ok, 50-50. Pas tout Lyotte. Oui. Ok. Moitié, oui. Très bien. Oui à la fin, ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, ça donnait quoi si De Courson se désistait pas? En vrai, si Charles de Courson s'était pas désisté, est-ce que Yael Braun-Pivet a été élu? Oui, malgré tout, j'imagine. Au troisième tour. Lyotte a fait 50-50. Donc 50-50 entre Chassaigne et Braun-Pivet, on est d'accord? Bon, bah donc en vrai, même sans le désistement de Charles de Courson et même sans les Lyotte, elle était élue de toute façon. Bon, donc voyez, euh, le comportement de Lyotte, moi j'imaginais pas de toute façon tout Lyotte voter pour le nouveau Front Populaire. Enfin, il faut pas oublier quand même que ce sont des députés de droite. Attendez, je vous lis un peu. Il y avait 9 non-votants ou blancs, ok. C'est grâce. Ah, par contre, sur les ministres, oui, ça c'est vrai. 13 voix d'écart, très bien. Yael gagné au deuxième tour, donc si Lyotte se désiste pas, on perd aussi, ok. Très bien. C'est surtout les ministres. Ah oui, ça par contre, ça, on va en parler évidemment, mais très bien. Donc, non. Ah, attends, il y a quelqu'un qui dit non avec un non en majuscule. Pourquoi est-ce que tu dis non, toi? Putain, je te retrouve plus. Si Lyotte était allé sur Chassaigne et aucun RN sur Yael Braun-Pivet, c'était chaud. Oui, mais tout Lyotte, enfin tout Lyotte sur Chassaigne, les gars, vous rêvez un peu quoi. Enfin, n'oubliez pas que Lyotte, c'est un groupe de droite avant tout, hein. André aurait pu gagner si Lyotte s'était reporté. Oui, non mais d'accord. Non mais oui, enfin bon, mais ça c'est avec des si comme ça, tu vois, avec des si comme ça, tu peux tout imaginer, hein. Tu peux tout imaginer. Donc, ok. Ils sont pas du centre. Oui, non mais ça, enfin, ça c'est. Ne vous laissez pas avoir par ça quand même, pas vous, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait ensemble. Enfin, vous savez comme moi et comme le disait François Mitterrand que le centre en France n'est ni de gauche ni de gauche. C'est quand même le point commun. Bon, euh, Charles de Courson est un homme de droite. C'est la droite sociale, la droite paternaliste, la droite qui se préoccupe du sort des pauvres gens, mais la droite quand même. Donc, euh, Charles de Courson a laissé entendre qu'il voterait personnellement pour Chassaigne. Ah, après, ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, après, ça, c'est intéressant, mais c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que Charles de Courson, pour le coup, il a une détestation pour le macronisme. Mais par, pour une raison simple, c'est en fait la détestation qu'il a pour le macronisme vient non pas du fond de la politique macroniste, mais peut-être en partie, mais notamment de l'antiparlementarisme témoigné par Emmanuel Macron et ses ministres. Et c'est ça qui est insupportable pour c'est ça qui est insupportable pour Charles de Courson. Mais au sein du groupe Lyot, vous avez pas mal de députés qui sont dans euh, qui relèvent d'une idéologie très clairement droitière, libérale, enfin droitière, je ne sais pas, mais en tout cas très clairement libérale économiquement, et qui
dont on peut tout à fait comprendre et anticiper qu'ils auraient bien eu du mal à voter en bloc pour André Chassaigne. Donc, enfin oui, effectivement, si tout l'IOD vote pour Chassaigne, peut-être, mais enfin, c'est quand même un gros si, quoi. C'est quand même un très gros si. Donc voilà, écoutez, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. À partir du moment où tu additionnes les voix du macronisme et des républicains, ben, ça devient le premier groupe, hein. Attendez, est-ce que je peux retrouver le simulateur coalition Le Monde? Est-ce que je peux retrouver? Voilà, 7 juillet. Ah, mais est-ce qu'ils ont mis... Non, hein, ils l'ont pas mis à jour. Putain, c'est dommage, ça. Alors, attends, je suis sur le simulateur de coalition. Tiens, je vais vous le montrer, hein. C'est un peu ancien. Donc, alors, attends, qu'est-ce que ça donne si tu prends tout le nouveau Front Populaire? Ça donne combien de députés? Bah, logiquement, ça doit faire 200 à la fin. Ok. 195, et il faut ajouter... Donc, c'est quoi? C'est... Ah oui, c'est une partie de l'IOT qui ont voté pour eux. Bon, ça fait 200 sièges, ok. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais UDI, Ensemble Modem, Ensemble Horizon, Ensemble Renaissance, hop, Ensemble Divers, toc, et tu rajoutes les LR. Ouais, voilà, c'est juste c'est simplement... En fait, c'est aussi simple que ça, hein, c'est aussi simple que ça. C'est LR plus Ensemble, enfin LR plus Macronisme, c'est le groupe le plus nombreux. Et quelques voix RN aussi. Donc voilà où on en est, hein. Voilà où on en est. L'élection de Yael Braun-Pivet au perchoir, elle est simplement le fruit d'une alliance avec les Républicains. Bon alors, il faut quand même s'arrêter un instant, honnêtement, il faut quand même s'arrêter un instant sur l'attitude des Républicains qui est mais vraiment absolument scandaleuse. Absolument scandaleuse. Puisque les Républicains, ils ont réussi tout à la fois à se déclarer dans l'opposition. Donc, ils se sont déclarés dans l'opposition, mais pour l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, ils ont voté avec la précédente majorité. Donc, ils ont voté avec le macronisme. Donc là, déjà, se déclarer dans l'opposition, opposition à quoi, vu qu'on ne connaît pas quel sera le gouvernement, c'est étonnant, mais en l'état actuel des choses, le gouvernement est encore un gouvernement macroniste, puisque c'est encore Gabriel Attal, fut-il démissionnaire. Donc, se déclarer dans l'opposition, sans doute au macronisme, et voter avec le macronisme pour l'élection de la présidente de la République, enfin pour l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est déjà audacieux. Mais alors, je ne sais pas si vous avez vu quand même. Bah, attendez, je vais vous lire, parce qu'il y a un article de Libé qui est quand même marrant, autant vous le lire. Autant vous le lire plutôt que de le paraphraser moi-même, puisque ça résume absolument tout. Hop, toc, voilà. Le deal de LR avec la Macronie met à mal le bullshit médiatique de Wauquiez. Ah putain, attendez, forcément. Il faut que je me reconnecte. Oui. Hop. Ah, c'est bon. Toc. Donc, non, vous ne rêvez pas. Deux partis ayant perdu des députés à l'occasion des dernières législatives se sont alliés jeudi 18 juillet pour offrir la présidence de l'Assemblée à la sortante Braun-Pivet. LR, qui est passé de 64 à 47 élus au Palais Bourbon, a donc permis à Renaissance, dite plutôt Ensemble pour la République, j'en peux plus de leur nom vraiment, qui est passé de 172 à 99 députés, de ne surtout rien changer au perchoir. Naturellement, cette aide n'est pas gratuite, on n'est pas dans le camp de la Sistana ici, en position de force puisque seul allié potentiel de la Macronie, le groupe Droite Républicaine, a chèrement monnayé son soutien, selon l'opinion. Ça, on saura ça dans quelques heures, c'est en train d'être voté en ce moment même. Laurent Wauquiez a obtenu, en échange des votes droite républicaine, 7 postes pour son camp à l'Assemblée, 2 vice-présidences, dont la première pour Annie Genevard, un poste de questeur pour Michel Tabarot, la présidence de l'Assemblée, de la Commission des Finances pour Véronique Louwagie. On en parlera, si ça c'est confirmé, c'est une folie. Le poste de rapporteur général du projet de loi de financement de la sécurité sociale et 2 secrétaires au bureau. Comme le rappelle un journaliste parlementaire, c'est ce qu'avait l'UMP en 2012 avec 194 députés
Je rappelle, ils en ont, eux, 47, c'est 4 fois moins. En échange, Renaissance obtiendrait un poste de questeur, une vice-présidence et 3 secrétaires, ajoute le quotidien. Pas mal pour LR, un parti arrivé en 4e position aux dernières législatives. Encore mieux pour la droite républicaine. 5e groupe en effectif à la Chambre basse, derrière le RN. Ensemble pour la République, LFI et le PS. Un vrai braquage à l'altigérienne. Je sais. À l'altilige. J'ai pas la ref. Je sais pas ce que c'est. Ce succès, c'est là où ça devient rigolo. Ce succès, Vauquier le doit donc à de grandes discussions en coulisses. On écrit bien en coulisses car officiellement la droite rejette toute manipulation d'arrière-boutique. Les députés debout, enfin droite républicaine, se disent d'ailleurs très sérieusement convaincus que les combinaisons d'appareils et les coalitions contre nature ne relèvent pas de l'esprit de la 5e auquel nous sommes attachés, ni ne représentent une quelconque solution, comme on peut le lire dans la déclaration de groupe, une position conforme à celle tenue durant la campagne des législatives où LR défendait son indépendance vis-à-vis de Renaissance et du RN. Le 7 juillet, le même Vauquier, tout juste élu député de Haute-Loire, établissait un constat et tirait des promesses. Il y a aujourd'hui en France de la colère et de l'inquiétude par rapport à l'état de notre pays, et tous ceux qui sont élus ce soir feraient bien de ne pas l'oublier demain. Il prévenait, les Français redoutent d'être une fois de plus floués après les élections. Je veux donc leur dire avec la plus grande clarté ce que sera notre position. Je vois bien la tentation des tractations, des combinaisons pour échafauder des majorités contre nature. C'est cette confusion et ce flou permanent qui ont mené la France là où elle est aujourd'hui. Le en même temps est mort ce soir et tous ceux qui voudraient le prolonger dans le dos des électeurs seront discrédités demain. Ma conviction est que la France ne pourra se relever que dans la clarté. Pour nous, il n'y aura ni coalition ni compromission. 12 jours plus tard, il est temps de réaliser que cette déclaration n'était finalement qu'un bon gros bullshit médiatique. Les droites républicaines répondront qu'ils ne s'associeront pas à un éventuel gouvernement, mais on n'est pas à l'abri d'un revirement de la part de ceux dont le chef qualifiait en 2022 Macron de monarchique et dictateur. Bref. Est-ce que... Voilà. Ah voilà, ça. Mais c'est là que ça se corse. Voilà. S'ils ont fait ce choix jeudi, c'est uniquement pour que le NFP n'obtienne pas le perchoir et éviter de le livrer à un communiste en la personne d'André Chassaigne. Mais c'est là que ça se corse. Car si LR, canal historique, veut peser sur les choix qui vont être faits pendant ce mandat, il refuse toute coalition avec la Macronie. Estimant relayer les souhaits des Français, Genevard explique sécurité, autorité, sérieux budgétaire, service public, c'est sur ces domaines-là qu'on veut peser, c'est pas les petits arrangements politiciens d'arrière-cuisine. La députée du Doubs vante donc le fameux pacte législatif proposé à Macron par Vauquier. On fait le pari que nous pouvons amener à nous pour la discussion. Après, on engage une discussion et on voit comment on peut aboutir à des propositions consenties. On résume, ce parti d'opposition refuse de gouverner avec le camp présidentiel tout en lui proposant de discuter de la politique à mener, le tout en restant dans l'opposition au pouvoir qui serait tombé sans leur soutien. C'est très clair. Cette phrase est parfaitement juste. Attendez, je vous l'affiche mieux. Cette phrase est complètement folle, mais totalement juste. Les LR refusent de gouverner avec le camp présidentiel. Les LR se déclarent parti d'opposition, refusent de gouverner avec le camp présidentiel, tout en lui proposant de discuter de la politique à mener, le tout en restant dans l'opposition au pouvoir, pouvoir qui serait tombé sans leur soutien. Bon. C'est... Vauquier s'est fait tatouer un capa, très drôle. Très drôle. Bon, on est pris pour des buses, là, non. Ah, non, mais oui, non, mais bien sûr. Non, mais alors là, terrible. Terrible. Ils font du stand-up. Bah, écoutez, les Républicains, c'est vraiment la honte de la République. Hein. Enfin, Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, ceux-là même... Je vais monter d'un cran en analyse. Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est le fait que les Républicains se déclarent dans l'opposition, alors même qu'on ne sait pas encore quel sera le gouvernement. Donc déjà, là, il y a une forme d'absurdité. C'est-à-dire, il y a une forme d'absurdité à pouvoir, dès aujourd'hui, se déclarer dans l'opposition. Mais ça, pour le coup, c'est un problème institutionnel. Ce n'est pas le problème des LR. Alors même qu'on ne sait pas encore quel sera le gouvernement. Mais donc, les LR se déclarent dans l'opposition, tout en soutenant l'ancienne majorité présidentielle. Et comme ils se déclarent dans l'opposition et que le fait d'appartenir ou non à l'opposition est un choix déclaratif, en fait, depuis 2008,
En fait, depuis 2008, il faut commencer comme ça. Depuis 2008, la Constitution reconnaît un statut particulier à l'opposition. Et ça, pour le coup, c'était la volonté de Nicolas Sarkozy. Plutôt une très bonne volonté, plutôt une... c'est le fruit de la révision constitutionnelle qu'il a menée, qui est plutôt une bonne révision constitutionnelle, révision qui visait notamment à donner plus de poids à l'opposition parlementaire. Sauf qu'à l'époque, s'était posé la question, comment on définit l'opposition parlementaire? Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'était vraiment un débat de juristes. C'est-à-dire, grosso modo, les constitutionnalistes disaient, bon, comment on définit l'opposition? Est-ce que c'est déclaratif? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit je suis dans l'opposition, donc je veux avoir plus de temps de parole? Parce que c'est ça, hein, quand tu es dans l'opposition, tu as plus de temps de parole proportionnellement à la taille de ton groupe. Et donc les juristes disaient bah, est-ce que c'est déclaratif? Est-ce que celui qui est dans l'opposition, c'est par exemple celui qui ne vote pas la confiance au gouvernement? Ouais, mais là c'est compliqué parce que la confiance au gouvernement, le gouvernement n'est pas forcé de la demander. Donc ça ne pouvait pas être ça. Est-ce que celui qui est dans l'opposition, c'est celui qui accepte de voter une motion de censure? Ouais, mais ça aussi c'est compliqué parce qu'une motion de censure, elle est toujours motivée. Et tu peux très bien ne pas vouloir voter une motion de censure parce que dans son exposé des motifs, il y a des phrases que tu ne peux pas accepter pour toi-même. Donc en fait, les juristes se retrouvaient un peu piégés, un peu pris au dépourvu avec ce truc de mais... Enfin, juristes et parlementaires d'ailleurs, hein, puisque c'est les parlementaires évidemment c'est pas que les constitutionnalistes, hein, les constitutionnalistes et les responsables politiques, les parlementaires elles-mêmes et eux-mêmes, se sont retrouvés un peu piégés par ce truc de notre constitution veut reconnaître plus de pouvoir à l'opposition, mais comment on la définit? Et en fait, à l'époque, une discussion vraiment de techniciens, parce que de toute façon, on est en 2008, il y a une alternance gauche-droite qui est très claire, et en vrai, tout le monde sait quelle est l'opposition. Et donc, on décide à ce moment-là que l'option la plus simple retenue, ah Jean Massier, salut mon cher, l'option la plus simple retenue, ça va être de dire, eh bien, l'appartenance au groupe d'opposition sera purement déclarative. Ce qui, à l'époque, bon, ne choque absolument personne, quoi. Et là, on voit aujourd'hui, dans le monde politique dans lequel on évolue désormais, qui est un monde fragmenté, 11 groupes à l'Assemblée nationale, c'est le record de la Ve République, donc qui est un monde politique fragmenté, à minima tripolaire, mais en fait, il est plus tripolarisé que tripolaire, puisque on voit bien aujourd'hui que même si on a 3 gros blocs, un bloc central avec Ensemble, bref, avec le macronisme, un bloc d'extrême droite avec le Rassemblement national et un bloc de gauche avec le Nouveau Front populaire, on voit que subsistent au milieu quand même encore des marges, des petits groupes qui refusent d'appartenir, en tout cas officiellement, à l'un de ces blocs, et notamment le groupe Les Républicains qui vient introduire un coin entre le Rassemblement national et Ensemble pour la République. Et donc aujourd'hui, le fait de pouvoir se déclarer parti d'opposition pose des problèmes qui sont tout à fait manifestes, c'est-à-dire qu'on voit le jeu totalement délétère joué par les Républicains qui tout à la fois soutiennent le macronisme pour faire élire à la tête de l'Assemblée une députée La République En Marche, une députée Renaissance, Ensemble pour la République, j'en peux plus, et en même temps revendiquent pour eux la présidence de la Commission des finances. Et alors, on verra bien s'ils l'obtiennent ou non. Il est possible qu'ils l'obtiennent au gré, en étant soutenus par les votes macronistes, mais si c'est les Républicains qui obtiennent la présidence de la Commission des finances, alors même que ce sont les députés NFP qui sont arrivés en tête des élections législatives, ce serait pour le coup un authentique déni de démocratie, ce serait même un authentique détournement de l'esprit de la Constitution. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit là, à la fois chez les Républicains, mais aussi au sein du parti présidentiel, en fait, on voit un jeu qui a commencé, qui consiste à exploiter toutes les interstices de la Constitution, tous les silences de la loi, pour en détourner l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement net. C'est-à-dire qu'au fond, initialement, l'esprit de la révision constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy, c'était de dire il faut plus de pouvoir, plus de poids pour l'opposition. Et donc,
pour réaliser cet objectif, on va notamment donner la présidence de la commission des finances à l'opposition, ce qui était une vraie avancée démocratique et une vraie manière de protéger davantage les droits de l'opposition et la place de l'opposition au sein des institutions parlementaires. Et là, ce qu'on voit bien, c'est les républicains qui détournent complètement ça en se décrétant parti d'opposition, alors même qu'ils ne savent même pas à quoi ils vont s'opposer, puisqu'on n'a pas encore de gouvernement. Donc là, vous voyez l'absurdité. Mais, et c'est là que j'en viens à ce que certains ont qualifié de déni de démocratie, le fait que les ministres démissionnaires votent pour la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est anticonstitutionnel ? C'est pas clair. C'est pas clair. J'ai vu évidemment. Attends, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Olivier Neveu? C'est ça, hein, je crois. Hein. Non, pas Olivier Neveu. Comment il s'appelle là, celui qui a dit que c'était anticonstitutionnel. Attendez. Ok. Non. Attends, vous allez peut-être me le rappeler. Il y a un juriste qui l'a dit très fort. Non, Jean-Philippe de Rosier, justement, il dit le contraire. Jean-Philippe de Rosier, il dit le contraire. Non, c'est pas Morel, je crois qu'il dit le contraire aussi. Enfin, je sais pas ce qu'a dit Benjamin Morel. Jean-Michel Jarre. Non, mais vous l'avez pas. Alors attendez, si vous l'avez pas, moi je vais vous le retrouver. Donc, ok, c'est pas ça. Julien Boudon, voilà, c'est ça, professeur de droit public. Effectivement, Julien Boudon, professeur de droit public à l'université Paris-Saclay, donc quelqu'un de tout à fait sachant, précis, professionnel, expert en son domaine, estime, lui, que voir des ministres démissionnaires voter à l'Assemblée nationale, c'est contraire à la Constitution, puisque alors attends, c'est quoi son argument ? Le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. Il précise que les deux fonctions ne sont pas incompatibles entre elles si le... Ok, très bien. Attendez. Putain, je suis du père. Ah non, ok. Attendez, quoi? Mais non, mais du coup, je me gourre. Ok. Attendez, faites voir, je vous lis, peut-être que vous savez mieux que moi. Hop. Bon, en vrai, on va faire plus simple. Hop. Ok. En vrai, on va faire plus simple. Attendez, est-ce que... À moins qu'on lise le papier du Monde, et puis voilà, hein, c'est encore le plus efficace. Ils ont interrogé quantité de spécialistes. Hop. Les ministres députés ont-ils le droit de voter à l'Assemblée nationale? Un ministre député peut-il voter au sein de l'hémicycle? La question va se poser avec acuité dès l'ouverture de la section extraordinaire d'été de l'Assemblée, c'était hier. La préoccupation n'est pas seulement de savoir qui sera élu à la présidence, mais porte également sur la légalité des votes éventuels des membres du gouvernement sortant. Car les 2 premiers jours de cette session parlementaire, hier et aujourd'hui donc, verront l'élection de nombreux postes de pouvoir, notamment celui de président de l'Assemblée nationale, mais également vice-président, questeur et président de commission. Autant de postes stratégiques qui rendent ces scrutins internes importants et auxquels comptent bien participer Gabriel Attal et les 16 membres de son gouvernement. La validité de leur participation à ces élections est néanmoins sujette à une sérieuse controverse depuis quelques jours, alimentée par une partie des observateurs et de la classe politique. Bruno Retailleau, jeudi 11 juillet, sur CNews, estime que l'exécutif est en train de faire une erreur juridique assez grave. Si ces ministres démissionnaires, certes, mais ministres quand même, s'imaginent qu'ils pourront être aussi députés et voter à l'Assemblée nationale, ils devraient relire la loi organique qui impose de faire un choix. On est ministre ou on est député. Il y a une incompatibilité entre les deux, déclare le président du groupe Les Républicains au Sénat. Marine Le Pen a également critiqué une violation de l'esprit de la Constitution. Le texte principal qui fonde cette contestation est l'article 23 de la Constitution qui interdit d'être à la fois membre du gouvernement et parlementaire. Mais si le principe est posé par la Constitution, les modalités de cette incompatibilité sont, elles, fixées par la loi. L'article LO 153 du Code électoral dispose ainsi que le député membre du gouvernement a 1 mois à partir du moment où il est appelé au gouvernement pour choisir entre la députation et le gouvernement. On veut qu'un député ou un sénateur ne soit pas en même temps ministre,
Mais on ne veut pas que le couperet tombe immédiatement, on veut lui laisser un délai pour opter entre l'un et l'autre, analyse Julien Boudon, professeur de droit public. Pendant ce délai, le député membre du gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin, il ne peut percevoir aucune indemnité. Il précise enfin que les deux fonctions ne sont pas incompatibles entre elles si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration du dit délai. Il précise enfin, donc l'article, que ces deux fonctions ne sont pas incompatibles entre elles si le gouvernement est démissionnaire avant l'expiration du dit délai. Donc c'est là-dessus que s'appuie le gouvernement, j'imagine, pour estimer que les ministres pouvaient voter. L'exécutif et Gabriel Attal estiment qu'être membre d'un gouvernement démissionnaire leur donne le droit de participer au scrutin de l'Assemblée, une lecture que d'autres spécialistes partagent. Voilà, c'est ça, hein. Ce que je vous disais, Jean-Philippe de Rosier, il estime lui aussi qu'il s'agit d'une interprétation possible. C'est cette interprétation que voudrait voir appliquer l'Élysée. Cette lecture ne fait toutefois pas consensus, l'article mentionnant la fin de l'incompatibilité en fin de gouvernement démissionnaire, mais pas explicitement du fait de ne pas prendre part au scrutin. Une lecture plus critique de cet article peut conduire à déduire que tant que la personne est à la fois députée et membre d'un gouvernement démissionnaire, elle ne serait plus obligée de choisir au bout d'un mois, mais elle pourrait toujours pas participer au scrutin puisqu'elle resterait ministre. Elle serait donc temporairement un ou une députée neutre. Ok. Une autre hypothèse multiplie les lectures juridiques. On ne pourrait pas appliquer ces incompatibilités parce que le gouvernement ayant démissionné, ces ministres n'ont plus vraiment le statut de ministre. Mon ministre n'est pas ministre, il ne fait qu'office de ministre. On ne prend pas en compte ces incompatibilités car, par définition, ce sont des situations temporaires, argumente Benjamin Morel, comme je vous le disais, lui aussi, sans surprise. Il estime qu'on peut prendre part au scrutin. Très bien. Très bien. Ok. Donc c'était pas Julien Boudon, je me suis trompé. Je sais plus qui a fait un post, un long post Facebook, je crois. Ok. Le problème, c'est que, évidemment, qui peut statuer pour trancher cette controverse? En théorie, ça pourrait être le Conseil constitutionnel, sauf que en 1986, le Conseil constitutionnel et sa fonds de jurisprudence s'est déjà estimé incompétent pour trancher sur la régularité de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc a priori, le Conseil constitutionnel devrait se déporter. Et donc, en l'absence d'une décision du Conseil, l'autre piste, c'est celle que ce serait l'autorité compétente pour trancher, pour juger de la régularité de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale, serait la présidente de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale pourrait dire sur le fondement de l'article 7 du règlement « Je considère que les 17 députés ministres sont dans une situation d'incompatibilité, ne peuvent donc pas participer au scrutin. Le vote qu'ils ont porté sur mon nom ou sur celui d'un de mes adversaires est invalide et je leur interdis la participation au vote tant qu'ils n'ont pas été remplacés au gouvernement. » Évidemment, qui imagine vraiment Yael Braun-Pivet aujourd'hui déclarer sa propre élection irrégulière? J'ai envie de dire personne. Bon. Comme toujours, ici, on peut faire du formalisme juridique et on peut se raccrocher à l'esprit de la Constitution. Si on fait du formalisme juridique, il y a quand même pas mal de constitutionnalistes qui estiment que, écoutez, a priori, c'est OK. A priori, c'est OK. A priori, quand tu es ministre... En fait, toute la question, c'est qu'est-ce qui fonde le droit de participer aux travaux et au vote de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce qui fonde le droit de participer aux travaux de l'Assemblée nationale, c'est l'acte de démissionner? Auquel cas, les ministres sont démissionnaires, ils ont démissionné. Donc, celles et ceux parmi elles et parmi eux qui sont députés peuvent voter. Ou est-ce que ce qui fonde le fait de pouvoir participer au vote de l'Assemblée nationale, c'est le fait de ne plus être ministre? Et aujourd'hui, les ministres démissionnaires sont encore ministres. Ils font encore fonction de ministre. Et donc, une autre lecture serait que, faisant encore fonction de ministre, ils ne peuvent pas voter à l'Assemblée nationale. Ils peuvent éventuellement s'y présenter, y siéger, mais ne pas y voter. Bon. Sur ces deux interprétations, il y a une controverse juridique. Il y a au moins un professeur de droit public qui estime que les ministres n'auraient pas dû pouvoir voter. D'autres estiment que si. D'ailleurs, il y a un précédent. C'est en 1988,
en 1988, le gouvernement de Michel Rocard a démissionné pour pouvoir voter sur la présidence de l'Assemblée nationale. Pour pas mal de spécialistes, ce précédent, en fait, entraîne la décision. Enfin, merde. Attendez, hop. Je viens de fermer l'article auquel je voulais me référer. Toc. Voilà, c'est Dominique Rousseau qui rappelle ça. Attendez, je vous montre son tweet. Dominique Rousseau, constitutionnaliste. Très fort d'ailleurs, Dominique Rousseau. Hop. Voilà. Je vous montre un toc screen. Voilà, c'est Dominique Rousseau qui dit ça sur Twitter. Ah, ce désormais fameux article LO 153, il ne peut être pas constitutionnel ni politiquement correct, mais il est là et bénéficie du précédent de 1988 où Mitterrand a acté la démission du gouvernement Rocard pour permettre aux ministres élus députés de voter pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc voilà, Dominique Rousseau nous dit qu'a priori, il y a quand même un précédent qui fait jurisprudence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gouvernement et un président l'ont fait, on voit mal ce qui empêcherait un autre président de ne pas le faire. Donc, manifestement, il y a un précédent qui fonde jurisprudence, qui fait en sorte que, qui nous amène à penser que, voilà, c'est... Du point de vue du formalisme juridique, c'est difficile de reprocher aux membres du gouvernement d'avoir voté pour la présidence de l'Assemblée nationale. Après, il y a l'esprit de la loi. Et dans l'esprit de la loi, quand on est un amoureux du jeu parlementaire, voir un Premier ministre voter pour la présidence de l'Assemblée nationale et immédiatement après prendre une voiture pour aller à Matignon et y rencontrer le reste de son équipe gouvernementale, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Le Monde qui raconte que hier soir, Gabriel Attal avait un petit dîner qui était organisé, n'est-ce pas, à l'hôtel de Matignon, avec voilà, les autres ministres et quelques députés, membres du groupe Ensemble pour la République, n'est-ce pas? Et donc, quand tu es un amoureux des institutions et un amoureux du jeu parlementaire, voir un Premier ministre voter pour la présidence, prendre une voiture et aller à l'hôtel de Matignon, c'est extrêmement choquant. Du point de vue de la séparation des pouvoirs, c'est extrêmement choquant. Alors, séparation des pouvoirs qui, s'interprète davantage comme un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. La séparation des pouvoirs en France, elle se cristallise surtout dans le fait pour l'Assemblée nationale de pouvoir renverser le gouvernement. Mais malgré tout, voir un Premier ministre siéger non pas au banc des ministres, mais siéger au sein des travées de l'Assemblée nationale, voir ce Premier ministre voter pour l'élection du président, de la présidente en l'occurrence, de l'Assemblée nationale, et voir ensuite ce même Premier ministre retourner à l'hôtel de Matignon, c'est, du point de vue de l'esprit des institutions, extrêmement choquant. Extrêmement choquant. Attendez 2 secondes, bougez pas, faut que je reviens. Je suis là. Hop, attendez. Il se passait des trucs à côté. C'est un peu surprenant. Donc, en fait, ce à quoi on assiste, que ce soit chez les Républicains ou chez Renaissance, ce à quoi on assiste, c'est au fond l'utilisation de toutes les marges, de tous les interstices de la Constitution pour conserver le plus possible le plus de postes de pouvoir. Voilà, tout simplement. C'est vraiment à ça qu'on assiste. C'est... je sais même pas si c'est une torsion de la Constitution. C'est juste, ils exploitent absolument toutes les dispositions, tous les silences de la loi, tous les interstices de la loi. Ils tordent pas forcément la Constitution elle-même, mais ils tordent son esprit, tout à fait assurément. Ce qui piétine, c'est pas la Constitution, c'est pas notre loi fondamentale, mais c'est clairement son esprit.
pour se maintenir le plus possible au pouvoir. Bon, bah écoutez, euh, j'ai un- en fait, je sais même pas comment commenter. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je sais même pas comment commenter. Est-ce que c'est un déni de démocratie? Ben, en fait, je crois que c'est le titre je crois que c'est le titre de l'édito du Monde ou de Libération, je sais plus un des deux, que j'ai lu ce matin, qui parle non pas de déni de démocratie, mais plutôt de déni de défaite. Et je pense que c'est plus juste. Je pense que c'est plus juste parce que déni de démocratie, en fait, à la fin des fins, mais moi c'est ce que je vous dis, enfin, on pourra pas dire que je l'ai pas dit au lendemain du second tour des législatives. Au lendemain du second tour des législatives, je vous ai dit, les gars, calmez-vous, euh, votre joie sera de courte durée, vous allez voir que très vite, l'enthousiasme de la gauche va se fracasser sur une réalité qui était déjà indubitable au lendemain du second tour, qui était que la gauche avait certes gagné les élections législatives, au sens où elle était le groupe arrivé en tête, mais que la gauche n'avait pas le début du commencement d'une majorité absolue, et même que la gauche n'avait pas euh, ou peu d'alliances possibles, contrairement à la Macronie, qui, elle, avait la possibilité de passer des deals avec les républicains. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui se cristalliser et créer des effets, des conséquences directes, c'est ce qu'on pouvait anticiper en réalité dès le lendemain des élections législatives, qui était que soit la gauche est arrivée en tête, mais elle sera dans l'incapacité de gouverner. Et on a commencé à voir ça là hier avec le fait que la gauche a été dans l'incapacité parce que une bonne partie des autres groupes au sein de l'Assemblée nationale se sont ligués contre elle, hein, soit. Euh, mais c'est ainsi, hein, c'est-à-dire que ça, à un moment donné, les gens se liguent contre toi, oui, peut-être, mais en même temps, chaque député vote comme il le désire. Et donc, la gauche aujourd'hui, toute victorieuse qu'elle soit du lendemain des élections législatives, 10 jours plus tard, voit s'imposer à elle la triste réalité, mais qui était tout aussi triste le 8 juillet au matin, je l'ai dit le 8 juillet au matin, qui est qu'elle n'est pas majoritaire, elle n'a que peu de réserves de voix ou de réserves de coalition possibles, puisque au sein de la gauche, en fait la gauche est déjà une coalition en réalité. En fait, la gauche, le nouveau Front populaire, c'est déjà une coalition. Le nouveau Front populaire, c'est déjà un pacte de gouvernement, un contrat de coalition, un compromis de coalition entre plusieurs forces politiques. Forces politiques qui, du coup, ne veulent pas rogner davantage sur un contrat qui les engage ensemble. Et donc, bah, évidemment, il n'y a pas d'alliance, en tout cas pour l'instant. On verra ce que fera le Parti socialiste dans quelques semaines. La question sera posée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance possible entre le nouveau Front populaire et d'autres forces politiques à l'Assemblée nationale. Au contraire, le macronisme, lui, n'est pas une coalition, c'est une force politique qui, en tant que telle, a, et on le savait dès le 8 juillet, a la possibilité de tenter de passer des alliances. Et bah, depuis le début, on savait que bon, la proximité entre, entre le macronisme et les républicains est quand même assez grande, en tout cas suffisamment grande pour permettre de passer des deals. Donc voilà, euh, on peut s'émouvoir à juste titre, me semble-t-il, de ce que le macronisme exploite absolument tous les interstices de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ça n'est rien d'autre que ce qu'ils font depuis 2 ans, hein. C'est-à-dire que vraiment, depuis 2022, ils n'ont eu de cesse d'exploiter absolument tous les interstices de la Constitution. Je vous rappelle quand même qu'ils ont réussi le pari de faire passer la réforme des retraites en utilisant comme véhicule le projet de loi de finances rectificatif, le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, ce qui était déjà absolument scandaleux. Bon, donc depuis le début, le macronisme utilise chaque ligne de la Constitution et plus encore chaque silence de la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Ils ne font que continuer à le faire. On peut le déplorer, on peut s'en émouvoir, on peut en être très en colère, c'est d'ailleurs mon cas. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas en être surpris. Quant à la gauche qui se voit certes voler sa victoire
à la tête de l'Assemblée nationale, c'est une conséquence directe du rapport de force dans l'hémicycle. Enfin, pardon d'avoir été l'oiseau de mauvais augure, la Cassandre, que personne n'avait envie d'écouter au lendemain des législatives, mais c'était écrit. Enfin, ce qui se passe là aujourd'hui n'est malheureusement que la conséquence des résultats du second tour, tout simplement. Des résultats du second tour. Donc, la vraie question là maintenant, c'est bon. Alors, encore une fois, hein, ceux qui vraiment sont absolument scandaleux parce qu'ils cherchent. Alors, ceux qui vraiment sont dans. Mais est-ce surprenant? Ceux qui vraiment sont dans l'ignominie, ceux qui vraiment sont dans l'indignité, sont dans la manip grossière, c'est vraiment les républicains, enfin la droite républicaine, comme ils veulent être appelés désormais. D'ailleurs, par parenthèse, c'est un nom qui me convient mieux, hein, c'est-à-dire que c'était quand même un peu embêtant de voir l'appellation républicain être préemptée par la seule droite, la seule UMP, hein, puisque auparavant c'était quand même l'UMP. Et eux, vraiment, c'est absolument scandaleux, hein, je le répète, c'est-à-dire ils se décrètent dans l'opposition alors même qu'on n'a pas de gouvernement, donc l'opposition à quoi, nul ne le sait. Ils s'en servent pour tenter de rafler la présidence de la Commission des finances, alors même qu'ils disent s'opposer avant tout à Emmanuel Macron avec qui ils tracent un deal pour offrir au macronisme la présidence de l'Assemblée tout en récupérant, eux, l'essentiel des autres postes. Ils continuent de nous dire qu'il n'y aura pas de magouille, pas de contrat de coalition, et en même temps, ils nous disent un pacte de gouvernement, enfin, il n'y aura pas de contrat de coalition. Ouais. En revanche, un pacte législatif, ça, on peut y réfléchir. Bon, mais écoutez, ce sont des tartuffes. Vous allez voir qu'ils vont réussir. Vous allez voir qu'ils vont réussir à avoir des ministres au gouvernement tout en ayant un groupe parlementaire qui se décrète encore dans l'opposition. Vous allez voir qu'ils vont nous faire ça, et ça ne choquera personne. Bon, bah, eux, vraiment, enfin, je veux dire, c'est... Et alors, c'est quand même, je me permets de noter, ce sont quand même eux qui prétendent encore être les héritiers du général de Gaulle. Je vous rappelle que ce que le général de Gaulle avait en horreur, c'est les petits jeux, les petites manigances, les petites intrigues des partis. Ce que fustigeait le général de Gaulle, c'est le régime des partis. C'est les manigances des partis. C'est les fourberies des partis. C'est ces petites combines et ces petits arrangements qui, précisément, confisquent au peuple le résultat de leur scrutin. Enfin, c'est ça quand même le sens de la Ve République. Ve République qui, moi, n'est pas ma tasse de thé, mais qui, en cette matière, avait au moins une direction assez claire. L'idée du général de Gaulle, c'est de dire, moi, je veux que les Françaises et les Français puissent donner un cap clair, puissent élire un homme ou une femme à la présidence de la République, un homme ou une femme qui défend une idéologie, des propositions, une ligne, un programme, et puisse être ensuite assuré de voir cette ligne, cette idéologie, ce programme être appliqué. C'était ça l'esprit de la Ve, c'est ça l'esprit de 62. En 62, qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle modifie la Constitution, révise la Constitution pour y inscrire l'élection au suffrage universel direct du président de la République. En 1962, le général de Gaulle fait inscrire dans la Constitution l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Pourquoi? Pour précisément en finir avec ce qu'il appelait le régime des partis, pour précisément permettre au peuple français de se donner avec clarté un responsable politique, un leader, un président de la République qui gouvernerait en mettant en œuvre le programme en lequel les Françaises et les Français croient. Le programme, la ligne, l'idéologie pour laquelle les Françaises et les Français ont voté. C'est ça l'esprit de la Ve. Et donc quant à les républicains qui se font élire en faisant campagne sur l'opposition à Emmanuel Macron, immédiatement élus, nouent un deal avec Emmanuel Macron, mais prétendent quand même faire encore partie de l'opposition pour pouvoir avoir la présidence de la Commission des finances, tout en disant qu'ils ne sont pas contre un contrat de coalition pour gouverner avec Emmanuel Macron, tu te dis, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment les manigances, les fourberies des partis que dénonçait le général de Gaulle. Et c'est les mêmes qui vont se dire gaullistes. Mais enfin, j'en perds mes mots, tu vois. Je cherche des mots polis, là, et j'ai un peu de mal à en trouver.
Écoutez, je suis à Avignon, donc j'ai le droit de dire c'est un scandale. Voilà, à Avignon, dans un cas comme ça, on dit c'est un scandale. C'est scandaleux. Bon, voilà, Laurent Wauquiez serait sur la cour d'honneur du Palais des Papes. Croyez-moi que je le huerais, je me lèverais et je partirais de la salle en plein milieu de la représentation pour bien marquer ma réprobation. Mais en réalité, du point de vue des républicains, c'est la plus grande des indignités, c'est la trahison la plus pure de tout ce en quoi ils sont censés croire. Enfin, c'est vraiment une absence de colonne vertébrale qui remonte jusqu'à l'oubli de leur origine. Enfin, je veux dire, ces gens-là n'ont plus ni honneur. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que... Hein, quoi? Ah, très bien. Euh, ces gens-là n'ont plus ni honneur, euh, ni dignité, ni responsabilité. Ils ne pensent plus à rien d'autre qu'à conserver le plus de postes possible, à se mettre dans les bons starting blocks pour peut-être en 2027 espérer récupérer la présidence de la République. Mais sérieusement, et l'intérêt général, et les Françaises et les Français, et le sens de la responsabilité, et le respect des institutions, et le respect de la volonté populaire, et le respect du résultat des urnes, ils en ont plus rien à foutre. Ils ont chié là-dessus depuis très longtemps. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà où on en est. C'est la politique française en 2024, elle ressemble plus à rien. Euh, elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Elle est devenue au mieux illisible, au pire déprimante. Ben voilà, écoutez, ainsi soit-il, quoi. On pouvait pas déjà dire ça pour la législature précédente, pour le coup, c'était la cinquième dans sa plus pure expression, hein. Franchement, Macron 2017-2022, c'est la cinquième dans sa plus pure expression. C'est un président de la République tout-puissant qui, impose au, au Parlement et au reste du pays sa ligne politique en s'estimant légitime à le faire puisqu'il a été élu pour cela. Bon, voilà, c'est la, Macron 2017-2022, c'est vraiment rien de nouveau sous le soleil du point de vue des institutions, hein. C'est vraiment l'utilisation de tout ce que les institutions permettent, tout ce que la Ve République permet pour gouverner de manière absolue en réalité. Donc là-dessus, il n'y avait pas de grande surprise. Par contre, là, 2022-2024, on va de Caribe en Scylla, c'est vraiment l'exploitation de toutes les marges de la Constitution, de toutes les combines constitutionnelles pour tenter de faire passer des textes. Et alors le lendemain des législatives de 2024, c'est vraiment la cinquième à bout de souffle, hein. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement déprimant, hein, me semble-t-il, hein. Donc bon, écoutez, alors qu'est-ce qui va se passer? Là maintenant, on peut commencer à faire quand même des... Ah oui, c'était quoi le sondage? L'opposition, alors que m'a fait... Mais non, pas signaler le sondage, je veux juste voir le sondage. Ah, l'opposition. Opposition opposée, opposé à l'opposition, Ipias pousse opposable contre Kems. Putain. Eh ben, c'est la meilleure modération est sur cette chaîne. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment quel est le modo qui a fait ce sondage là? Qu'il se dénonce. Moi, je parie pour inéquation, mais ça ressemble à du inéquation dans le texte. Mais on peut être surpris, hein. À tout moment, c'est un dart malicieux à tout moment, c'est un dart malicieux. Bon, donc, euh, est-ce que le NFP aurait pu stratégiquement présenter deux Coursons à la présidence de l'AN pour éviter le risque Yael Braun-Pivet? Désolé, j'ai raté le début. Bah, j'en ai pas parlé, mais oui, c'était une possibilité. Mais en fait, le problème, en fait, alors, c'est là où il faut parler un peu du nouveau Front Populaire. Euh, Moi, je crois que le nouveau Front Populaire a fait tous les mauvais choix. Je crois que le nouveau Front Populaire a fait tous les mauvais choix. Je suis même pas fâché. Je suis même pas fâché parce que je suis même pas surpris en réalité. Je pense que vraiment le nouveau Front Populaire, en fait, c'est illusion. En fait, pour moi, le nouveau Front Populaire a péché par quelque chose qu'en plus je peux comprendre et c'est facile de le reprocher quand tu es extérieur. Je pense que c'est plus dur de lutter contre cela quand tu es à l'intérieur. Donc c'est là où en fait j'ai l'air sévère, mais en fait en réalité je le suis un peu moins que ça. C'est-à-dire que je comprends ce qui s'est passé. En fait, ce qui est dur, c'est que le nouveau Front Populaire n'a pas voulu accepter qu'il n'avait pas gagné.
Et en fait, c'est difficile de leur reprocher. C'est-à-dire que quand tu as gagné les élections, c'est très compliqué d'agir comme si tu ne les avais pas gagnées. Et en fait, c'est ça qu'il aurait fallu faire. En fait, le nouveau Front populaire aurait dû accepter ce que, encore une fois, je disais le 8 juillet au matin, c'est que il n'y a pas de majorité. Et il n'y aura aucune manière de gouverner pour le nouveau Front populaire. Il ne pourra rien faire. Il sera paralysé par tout et par tous. Et donc, il fallait réfléchir à comment faire autrement. Comment exploiter une victoire dans les urnes pour en retirer un avantage politique plutôt que de vouloir transformer une victoire dans les urnes en gouvernement, ce qui pour le coup était illusoire. Je pense, moi, que le nouveau Front populaire a péché par illusion, s'est illusionné en espérant et en continuant d'espérer pouvoir gouverner, alors qu'il était écrit dès le 8 juillet au matin que ce ne serait pas le cas. Par contre, le nouveau Front populaire, le 8 juillet au matin, avait un ascendant politique, un avantage politique qu'il aurait pu exploiter et qui n'a pas été exploité parce que ils ont voulu transformer l'essai, en fait. Les députés du nouveau Front populaire, les responsables du nouveau Front populaire ont voulu transformer l'essai. Ils ont absolument voulu tirer les dividendes et les bénéfices de leur victoire. Et on peut les comprendre. Je ne jette pas la pierre. Hein. Je comprends que c'est très compliqué quand tu as gagné les élections d'agir comme si tu les avais perdues. Sauf que, effectivement, ça les a amenés. Typiquement, si le nouveau Front populaire avait soutenu Charles de Courson, il y a un monde où c'était pas Braun-Pivet qui gagnait la présidence de l'Assemblée. Il y a un monde où, pour le coup, qu'est-ce qui se serait passé, je sais pas, mais est-ce que Charles de Courson aurait pas pu bénéficier d'une partie des votes RN? J'en sais rien. En tout cas, c'était pas la même élection. Mais Charles de Courson, il n'est pas de gauche. Non, mais j'ai pas arrêté de le dire, que Charles de Courson, ça n'est pas un homme de gauche. Ça n'est pas un homme de gauche. Mais par contre, c'est un parlementaire. En fait, comme je vous l'ai souvent dit, la qualité première d'un président ou d'une présidente de l'Assemblée nationale, c'est l'impartialité et le respect de l'esprit de l'institution. C'est ça la qualité première d'un grand président de l'Assemblée nationale ou d'une grande présidente de l'Assemblée nationale. C'est l'impartialité et le respect des institutions et de l'esprit des institutions. Et à cet égard, Charles de Courson aurait été un excellent président de l'Assemblée nationale. Il est respecté sur tous les bancs, alors même que c'est un homme de droite, un homme qui économiquement était plutôt pour la réforme des retraites. Il a su s'y opposer pour des raisons démocratiques et des raisons démocratiques évidentes. La réforme des retraites a été un déni de démocratie, mais à absolument toutes les étapes de son élaboration et de son adoption. Elle n'a d'ailleurs pas, oui, elle a été adoptée, pas votée. Donc, Charles de Courson aurait fait sans doute un grand président de l'Assemblée nationale. Les grands présidents de l'Assemblée sont des hommes ou des femmes qui sont respectés par tous les bancs, dont l'impartialité est connue et reconnue, et dont l'amour et la défense des institutions ne fait pas le moindre doute. Yaël Braun-Pivet, je l'ai déjà dit, est, je pense, la pire présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de la Ve. Et pour une raison simple, c'est que là où elle est mise en cause, à juste titre d'ailleurs, c'est dans sa partialité. C'est dans le fait que Yaël Braun-Pivet, elle est la présidente qui a le plus sanctionné de parlementaires. Et évidemment, à force de sanctionner des parlementaires, tu fais valoir des deux poids deux mesures en disant mais regardez quand même, pour des actes dans l'hémicycle qui semblent similaires, la gauche écope de sanctions qui sont quand même beaucoup plus sévères que le macronisme ou que les républicains. Et ça, c'est tout à fait indéniable. Et ça donne de Yaël Braun-Pivet l'image d'une présidente tout à fait partiale. Et la partialité, c'est le pire. C'est le pire. C'est la pire critique dont puisse être affligé un président de l'Assemblée nationale. Avant elle, il y a un précédent. Hein. C'est Bernard Accoyer. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale sous la présidence Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Bernard Accoyer, qui à plusieurs reprises a été accusé de déni de démocratie, de détournement de procédure, d'avoir favorisé la majorité au détriment de l'opposition. Et il était détesté par l'opposition, et être détesté par l'opposition, c'est le pire qui puisse arriver pour un président de l'Assemblée nationale ou une présidente de l'Assemblée nationale qui doit justement être garant de l'impartialité, être garant ou garante de l'institution. Au contraire, c'est l'exemple que je cite souvent, mais au moment de l'adoption de la loi mariage pour tous sous la législature Hollande,
Le président de l'Assemblée, c'est Claude Bartolone. Au moment de l'adoption du projet de loi Mariage pour tous, bon, vous vous en souvenez sans doute, le contexte était extrêmement tendu, les débats étaient extrêmement tendus, et il y a eu à plusieurs reprises des vice-présidents, et notamment une vice-présidente, j'ai oublié son nom, qui ont été contestés par l'opposition, dont l'opposition critiquait la partialité. Et il y a une scène qui vous montre ce que c'est qu'un bon président de l'Assemblée nationale. C'est une scène où l'une des vice-présidentes se fait conspuer, huer, contester par l'opposition UMP qui estime qu'elle a été maltraitée dans l'hémicycle. Que font les députés UMP? Ils scandent « Bartolone, Bartolone, Bartolone ». C'est-à-dire que les députés UMP demandent que ce soit le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui reprenne la présidence, qui reprenne le perchoir pour gouverner les débats parce qu'ils reconnaissent son impartialité. Vous voyez, ça, c'est le signe d'un bon président de l'Assemblée nationale. Jean-Louis Debré était un excellent président de l'Assemblée nationale. Son impartialité était saluée sur tous les bancs. C'est ça qui fait un bon président. Et à cet égard, Charles de Courson, tout de droite qu'il soit, aurait fait un excellent président de l'Assemblée nationale. Et donc, ça n'aurait pas été déconnant qu'au troisième tour du scrutin, prenant acte du fait qu'ils allaient de toute évidence perdre, ça n'aurait pas été déconnant que le nouveau Front populaire se retire au profit de Charles de Courson. Charles de Courson qui, lui-même, est celui qui a présenté une motion de censure à Emmanuel Macron qui a failli passer au moment de la réforme des retraites. Bon, on ne le saura jamais. Non, on ne le saura jamais, bien sûr, évidemment qu'on ne le saura jamais. Mais, vous voyez, je pense que ce par quoi le nouveau Front populaire a péché, c'est, et je les comprends, c'est-à-dire que pour le coup, je ne leur jette même pas la pierre. Les membres du nouveau Front populaire ont voulu tirer les bénéfices de leur victoire. C'est vraiment au vainqueur le butin, quoi. Au vainqueur le butin. Ils ont voulu s'emparer du butin du vainqueur sans comprendre qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire en réalité. Et que à ce jeu-là, ils n'allaient que perdre en crédibilité, perdre en puissance, perdre en force, perdre en légitimité. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Bon, en fait, à partir de maintenant, déjà, nous avons perdu hier absolument tout espoir de voir le nouveau Front populaire au gouvernement. Alors là, les gars, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Voir qu'aujourd'hui, ils en sont encore... Putain. Voir qu'aujourd'hui, ils en sont encore. Alors, Huguette Bello, ou peut-être Laurence Tubiana, du coup, peut-être un ticket entre les deux. Non, mais sérieusement, les gars, sérieusement. Enfin, je veux dire, vous venez de perdre la présidence de l'Assemblée nationale, vous venez de perdre un vote, vous venez de démontrer que vous n'étiez même pas le groupe majoritaire, ou plutôt, vous venez de démontrer que vous n'étiez même pas la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, et vous en êtes encore à vouloir demander le poste à Matignon. Mais, enfin, je veux dire, le seul qui peut choisir du Premier ministre qu'il nomme, du Premier ministre ou de la Première ministre qu'il nomme, c'est le Président de la République, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il y a une semaine, dans sa fameuse lettre aux Français, a déjà dit qu'il refusait de nommer Premier ministre un homme ou Première ministre, un homme ou une femme qui ne disposerait pas d'une majorité suffisante à l'Assemblée nationale pour se maintenir. Bon, il a dit clairement, je refuse. C'est le choix qu'il a fait. Ce choix, là encore, les institutions l'autorisent à le faire. Ce n'est pas la pratique de la Ve République. Ça n'est pas le choix qu'il a lui-même fait en 2022. Je vous rappelle qu'en 2022, quand Emmanuel Macron choisit de mettre Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, il ne sait pas encore s'il aura son Assemblée nationale. Bon, ça, c'est normal. Mais plutôt, en 2022, au lendemain des élections législatives, je vais le dire comme ça, en 2022, au lendemain des élections législatives, Emmanuel Macron fait un choix, celui de maintenir Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Pourtant, à l'époque, Elisabeth Borne n'a pas de majorité absolue. Elisabeth Borne n'a pas la garantie qu'elle ne sera pas censurée par l'Assemblée nationale. Et donc, Emmanuel Macron fait le choix de dire « Je conserve Elisabeth Borne à sa charge de trouver le moyen d'obtenir la confiance de l'Assemblée. » Eh bien, de la même manière, Emmanuel Macron aurait dû, s'il avait été impartial, s'il n'avait pas été arbitraire, Emmanuel Macron aurait dû, en 2024, dire «
je charge le nouveau Front populaire de constituer un gouvernement, à sa charge ensuite de trouver une manière d'obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire n'aurait probablement pas obtenu la confiance de l'Assemblée, mais si Emmanuel Macron avait respecté la lecture de la Constitution qu'il a lui-même eue en 2022, il aurait dit depuis longtemps déjà: je prends note que le NFP est la première force politique à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je charge le NFP de constituer un gouvernement. Nous verrons bien si ce gouvernement a la confiance de l'Assemblée nationale. À la place, il a dit: je constate que personne n'a la majorité absolue. Je constate qu'aucun bloc n'a réellement gagné les élections. Et donc, j'attends que quelqu'un me présente une grande coalition qui fasse 289 députés. Et là, je nommerai mon Premier ministre. C'est le contraire de ce qu'il a fait lui-même en 2022. Donc Emmanuel Macron a une pratique arbitraire de la présidence de la République. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, c'est légal. On en revient toujours à ça, hein. Les institutions de la Ve République sont incroyablement autoritaires. Elles donnent à un individu un pouvoir complètement aberrant, déraisonnable. C'est Emmanuel Macron tout seul qui choisit qui il nomme Premier ou Première ministre. Et donc, ça lui autorise légalement à faire un choix en 2024 qui est à l'opposé de celui qu'il a fait en 2022. Il exige aujourd'hui de la majorité à l'Assemblée nationale, enfin plutôt, il exige aujourd'hui du futur gouvernement ce qu'il n'a pas exigé de son gouvernement à lui en 2022. En 2022, il a dit à Elisabeth Borne: je te confirme, à la tête du gouvernement, débrouille-toi pour trouver une majorité. En 2024, il dit au nouveau Front populaire: je refuse votre victoire, j'attends qu'on me propose une coalition qui fasse 289 députés. Bon, donc Emmanuel Macron, la lettre qu'il a rédigée est un déni de démocratie. Mais si déjà il y a une semaine, au détour de discussions absolument lamentables à la tête du nouveau Front populaire, c'est-à-dire que ce qui autorise Emmanuel Macron à écrire cette lettre il y a une semaine, c'est qu'on avait déjà eu 5 jours de ridicule absolu à gauche, avec les négociations alambiquées et interminables pour trouver un nom de premier ou de première ministre au sein du nouveau Front populaire. Enfin, si Emmanuel Macron peut se permettre avec une telle audace de dire: non, mais ce ne sera pas le NFP de toute façon. C'est précisément parce que le NFP a eu une fenêtre d'opportunité de quelques jours, et que ce que le NFP a fait de cette fenêtre d'opportunité de quelques jours, c'est s'engueuler sur un nom, et ne montrer rien d'autre que le spectacle de sa propre division. Donc l'histoire, elle est très différente si le 8 juillet au soir, le NFP vient et dit: nous avons délibéré, nous proposons un nom, quel qu'il soit, nous voulons que ce soit cette personne première ministre. L'histoire est très différente. C'est parce que 5 jours plus tard, ils étaient encore en train de s'engueuler autour de leur table de négo qu'Emmanuel Macron a dit: bon, écoutez les gars, puisque tout le monde voit que vous êtes ridicules, du coup ce sera pas vous, hein, et puis qui va me le reprocher? Bon, donc commençons comme ça, hein. Commençons comme ça, c'est-à-dire que le nouveau Front populaire a laissé passer l'opportunité d'agir avant qu'Emmanuel Macron prenne position. Bon. Mais je veux dire, maintenant, le nouveau Front populaire n'a fait qu'une chose, c'est démontrer que effectivement, il n'était même pas la première coalition à l'Assemblée nationale. Puisque maintenant, la première coalition à l'Assemblée nationale, c'est les Républicains Macron. Enfin, la droite républicaine Macron. Donc, voir les députés NFP encore s'engueuler pour trouver un nom de Premier ministre, mais alors là... Mais moi, j'attends, pardon, du coup, écoutez, on se délecte de ce qu'on peut, mais j'attends le moment où, après 3 semaines d'engueulade ridiculissime, c'est pas toi, c'est moi, si c'est toi, c'est pas moi, si c'est pas toi, ça peut pas être moi non plus, non, pas lui, non, pas elle, un tel, j'ai un doute, une telle, j'ai pas de doute, mais je l'aime pas. Bon, bref, le jour où ils vont arriver face à Emmanuel Macron en disant: bon, monsieur le président, ça y est, c'était dur, mais on y est arrivé, hein. On veut que ce soit finalement... Alors voilà, ça a été dur, hein, mais on a dit finalement Huguette Bello, première ministre, et Laurence Tubiana, grande ministre de l'Environnement. Voilà. On y est arrivé, voilà. Et Emmanuel Macron, il va regarder le papier et va dire: mais c'est quoi ça? Attendez, je cherche un papier. Emmanuel Macron, il va dire: mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce papier-là? Il y a un nom dessus, mais qu'est-ce que... Ah merde, putain, je viens de déconner. Qu'est-ce que... Attendez, il était pas bien. Je le refais. Mon mime était pas bon, voilà.
Voilà. Ah, Monsieur le Président, tenez, hein, voilà, ça c'est notre papier, alors on l'a plié, hein, alors voilà, dedans il y a le nom du ticket, hein, ça y est, on sait qui on veut, bah, voilà, on vous le donne, voilà, ça y est, c'est notre Premier ministre. Emmanuel Macron, il va dire, mais c'est quoi votre merde là? Attendez, pardon, enfin, genre, oui, très bien, mais enfin, il y aurait écrit Laurence Tubiana, Huguette Bello, Casimir ou Jean-Marie Bigard que ça changerait rien, les gars, j'ai dit que je vous nommerais pas, enfin, voilà, c'est moi le président, je fais ce que je veux, bon. Enfin, tu vois, enfin, ça va être instantané, ça va être instantané, enfin, je veux dire, la gauche va rajouter à l'humiliation de n'avoir pas été capable de dégager un nom, l'humiliation de, quand ce sera le cas, se le voir refusé par Emmanuel Macron. Et en plus, d'avoir à ce point tardé, la gauche n'aura même pas de légitimité à pousser sa proposition parce que Emmanuel Macron va juste dire « Mais attendez les gars, vous n'avez même pas été capable d'avoir la majorité relative à l'Assemblée pour avoir le perchoir. » Si vous n'êtes même pas capable d'avoir la majorité relative pour avoir le perchoir, à quel moment vous avez la majorité absolue? Jamais, en fait. Donc ce ne sera pas vous, en fait. Ça ne peut pas être vous. Enfin, réveillez-vous, vous avez perdu. Enfin, j'ai regardé les résultats, vous n'êtes pas capable d'avoir le perchoir. Bah, vous avez perdu, en fait. Et voilà. Bah voilà, ce sera l'humiliation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, bon voilà, moi on en est là. En fait, le problème, c'est que ce que n'a pas saisi le nouveau Front Populaire, ou ce qu'ils ont peut-être saisi, mais ce qu'ils n'ont pas été capables de mettre en œuvre, c'est que il y a un temps d'opportunité politique. En fait, en politique, le temps est une ressource. C'est pas pour rien si Emmanuel Macron se gargarise d'être le maître des horloges. C'est parce que le temps, le timing, le tempo est une ressource, est un facteur, et il faut savoir en jouer. Et au lendemain des élections législatives, la gauche avait l'avantage. C'est au lendemain des élections législatives qu'il fallait soit pousser un nom de Premier ministre en disant voilà, c'est lui qu'on veut, on le veut maintenant. Et là, la pression sur Emmanuel Macron aurait été incroyablement forte. La pression sur Emmanuel Macron aurait été incroyablement forte. Incroyable, un raid de l'âme. Salut les raiders, raideuses. Merci mon cher l'âme, incroyable mais vrai. Salut tout le monde, merci. Merci, bienvenue, hein, bienvenue les techos et techeuses. Bienvenue les amis. Merci mon cher l'âme, incroyable mais vrai. C'est le raid braisé, vous dites. Eh bien écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'imagine que vous deviez être en train de rêver devant des objets technologiques abusément chers, mais terriblement tentants. Hein. C'est quand même la ligne éditoriale de l'âme. C'est quand même le streamer écolo qui incite le plus à la consommation. Mais qu'est-ce que vous voulez? On en est tous là. Hein. Je ne jette pas des pierres. Vu le nombre d'écrans que j'ai moi-même en face de moi en ce moment même, je serais bien mal en peine de donner des leçons à quiconque. Bienvenue les amis, merci mon cher l'âme. J'espère que tout va bien pour toi. J'étais en train d'être en colère contre la gauche, comme pour changer, j'ai envie de dire. Attendez, hop. Des bisous, mon cher Lame, merci pour tout. Bienvenue, posez-vous tranquillement. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Oui, le temps est une ressource en politique. Le timing, le tempo sont absolument essentiels. D'ailleurs, c'est tellement vrai que ça renvoie à un concept grec que sans doute vous connaissez, un concept grec qui en fait est tellement connu qu'aujourd'hui c'est devenu de la pop philosophie. Hein. C'est le concept de kairos. Le concept de kairos, l'idée qu'en politique, la compétence primordiale, c'est d'être capable de saisir le moment. Avant le moment, c'est pas le moment. Après le moment, c'est plus le moment. En politique, il y a vraiment cette idée qu'il y a un kairos. Il faut savoir saisir l'opportunité quand elle passe. Agir avant, c'est ne pas être efficace. Agir après, c'est ne plus être efficace. Il faut savoir percevoir le moment de l'action pour que votre action ait une conséquence. C'est le concept du kairos. La gauche avait une fenêtre de kairos entre le 8 et le 10 juillet. Il y a eu 3 jours. 3 jours durant lesquels le nouveau Front Populaire avait braqué sur lui les yeux d'absolument toute la France.
Tout le monde regardait les dirigeants du nouveau Front populaire. Tout le monde attendait de savoir ce qu'allaient dire les dirigeants du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire avait pour lui la légitimité des urnes, la puissance conférée par le suffrage universel, la force de l'effet de surprise. Personne ne s'attendait à cette victoire miraculeuse qui a été celle du nouveau Front populaire au soir du 7 juillet. Donc, la fenêtre de Kairos a commencé pour le nouveau Front populaire le 8 juillet. Elle s'est refermée le 10. Au moment où il est devenu absolument manifeste que la gauche allait se rouler à nouveau dans ses travers, c'est-à-dire la division, la guerre des chefs, le bal des égaux, le c'est pas moi, c'est lui, mais si c'est lui, c'est pas moi, bref. Et cette fenêtre passée, c'est pas pour rien si Emmanuel Macron il attend. Emmanuel Macron il attend parce qu'il attend de savoir ce que va faire le nouveau Front populaire. Il sait au matin du 8 juillet qu'il vient de se prendre une déculottée. Il sait que son groupe est désormais le troisième groupe, la troisième force en nombre de l'Assemblée nationale. Il sait qu'il vient d'enchaîner 2 défaites électorales majeures. Il sauve les meubles, c'est vrai. Défaite moins importante que prévu, peut-être, mais défaite quand même. Emmanuel Macron sait qu'il vient d'enchaîner une défaite aux européennes, une législative, une dissolution hasardeuse et une législative où il perd. Donc, au 10 juillet, au 8 juillet au matin, Emmanuel Macron attend de savoir ce qui va se passer. Il regarde, il dit bon, si les gars ils arrivent avec une demande très claire sur un Premier ministre ou une Première ministre très claire, la pression va être très forte. Il va pouvoir refuser. Il aurait peut-être refusé. Mais en tout cas, la pression aurait été extrêmement forte. Au 10 juillet, Emmanuel Macron se dit bon, bah c'est fini en fait. C'est fini en fait, les gars, c'est bon, ils vont s'entre-déchirer. Et ça l'autorise. C'est quoi? La lettre d'Emmanuel Macron, c'est le 11, j'imagine. Lettre Macron, français, juillet 2024. C'était quand? C'était le 10 juillet. Voilà. La fenêtre d'opportunité s'est refermée le 10 juillet. Comme je vous le disais, il y a eu 3 jours. Il y a eu 3 jours de Kairos. Au soir du 10 juillet, voyant que la gauche était divisée, Emmanuel Macron dit non, mais ce ne sera pas vous, en fait. Et alors là, il reste encore un peu d'élan, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir ça comme un élan. C'est-à-dire que l'élection du 7 donne un élan à la gauche. Mais cet élan, évidemment, il se fait freiner par la force contraire de l'air, la résistance du temps. Et après le 10 juillet, l'élan est déjà sérieusement freiné, mais il reste là. Il y a encore une petite fenêtre d'opportunité. La gauche a encore un petit moment où elle peut faire quelque chose. D'ailleurs, regardez l'enthousiasme qu'avait suscité la proposition du Get Bello, où dans le week-end, d'ailleurs c'est notamment en réaction à la lettre d'Emmanuel Macron que les négociations s'accélèrent, mais dans le week-end, la proposition, le nom qui circule du Get Bello, suscite encore des espoirs. Et si à ce moment-là, tout le monde s'accorde sur Huguette Bello, peut-être qu'il peut se passer encore quelque chose. Bon, et puis la suite, vous la connaissez, hein, le Parti Socialiste qui dit non, jamais sans nous, et puis Laurence Tubiana et la CLFI qui dit non, jamais avec nous. Et voilà, et derrière, défaite à l'Assemblée nationale, c'est terminé. C'est terminé. Là, c'est terminé. C'est terminé. Le nouveau Front populaire a perdu l'élan qu'ils avaient. Je leur souhaite vraiment de ne même pas proposer un non pour s'éviter au moins l'humiliation de se le voir refuser. C'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ils auront été incapables de profiter de leur victoire. Et le tout en s'illusionnant, quoi. En pensant que c'était leur moment, qu'ils allaient gouverner là maintenant, mais tellement pas, les gars. De toute façon, c'était écrit depuis le début, en réalité. Moi, ce que j'ai dit le 8 juillet, je l'ai dit le 8, hein. Enfin, c'est pour le coup. Ce que j'ai dit le 8 juillet, c'est une erreur. La gauche ne pourra pas gouverner. Si le NFP est nommé à la tête du gouvernement, au milieu du milieu, le gouvernement tombera lors du vote du budget en octobre. Et en n'ayant pas pu faire adopter un budget, toutes les mesures qui auront été prises avant ne seront même pas applicables. Et en réalité, plus probablement, la gauche tombera au lendemain du gouvernement. Enfin, c'est vraiment moi ce que j'avais prévu, et je pense que c'était le plus probable, hein, quand on voit de toute façon aujourd'hui ce que ça a donné à l'Assemblée nationale, le vote à la présidence. Je pense que le plus probable, c'est que si on avait un gouvernement Huguette Bello ou Laurence Tubiana ou qui vous voulez, hein, je pense que le gouvernement chutait sous les 24 heures.
C'est-à-dire que vous aviez, sous 24 heures, une majorité Rassemblement national, Ensemble pour la République, droite républicaine suffisante pour faire tomber le gouvernement. Et en fait, la victoire de la gauche et le fait que la gauche est à ce point, et là encore, on peut les comprendre, mais le fait que les responsables de gauche aient à ce point fanfaronné sur les plateaux télé, se soient à ce point moqués de leurs adversaires en disant non mais vous avez perdu quand même, il faudrait pas l'oublier. Mais c'est normal, c'est le jeu d'une soirée électorale. Mais forcément, quand tu as fanfaronné en disant c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné, tes adversaires ils vont pas se priver du plaisir de te faire remarquer qu'en fait tu as perdu. Donc bref, depuis le début, moi ma ligne est claire, c'est de dire il faut pas jouer le gouvernement, la gauche ne l'aura jamais, il faut jouer la réforme institutionnelle. Bon, voilà, c'est ma... Mais vous verrez qu'on y viendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous verrez qu'on y viendra. C'est ma ligne depuis le début. Il faut jouer la révision des institutions. Pour le coup, il y a une opportunité historique qui s'ouvre. Le président de la République est en difficulté. Les institutions sont en train de montrer leurs limites. C'est maintenant qu'il faut le faire avec la légitimité des urnes. Le Kairos du 8 juillet, putain, en plus, bon bref, putain, je l'ai dit à plein de gens. Les gens m'ont dit, mais non, c'est trop tôt. Putain, comme quoi, c'est moi qui avais raison. Mais il fallait utiliser le Kairos du 8 juillet pour pousser la révision institutionnelle, profiter de cet élan pour mettre en avant une demande qui aurait été, pour le coup, entendue avec force. Est-ce que le président y aurait accédé? En vrai, sans doute pas, du moins pas tout de suite. Mais au moins, l'idée aurait été poussée avec grande force dans le débat public. Au lieu de ça, qu'est-ce que vous voulez, la gauche, c'est humilié dans des négociations qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, aujourd'hui, autant que la gauche ne peut... Enfin, moi, je serais content que la gauche puisse décider d'une constituante. Mais enfin, je veux dire, c'est... Enfin, aujourd'hui... Enfin, tu vois, au 8 juillet, si t'imagines la classe, si au 8 juillet, t'as Marine Tondelier, Manuel Bompard, Fabien Roussel et Olivier Faure qui débarquent dans le bureau du président de la République et qui lui disent « Monsieur le président de la République, en tant que première force du pays, nous sommes légitimes à proposer un gouvernement. Nous ne le ferons pas. Nous estimons que les institutions de la 5e montrent leurs limites, qu'elles ne sont pas adaptées à un monde fragmenté, un espace politique multipolaire comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous estimons que ces institutions, par ailleurs, concentrent trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme, n'en donnent pas assez au peuple, ne laissent pas assez les citoyennes et les citoyens élaborer les décisions qui s'imposent à elles et à eux. Et par conséquent, en tant que vainqueurs des élections, nous refusons de participer au gouvernement, nous refuserons de participer à tout gouvernement et nous demandons que vous convoquiez une constituante pour réviser nos institutions. Si la gauche faisait ça le 8 juillet, la classe du truc, la classe et la force politique de la demande. Emmanuel Macron aurait dit non sans doute, mais pour le coup, le projet aurait été poussé avec force dans le débat public. Là aujourd'hui, si Bompard, Tondelier, Roussel et Faure viennent dans le bureau d'Emmanuel Macron pour lui dire la même chose, en disant « Monsieur le Président, nous refuserons de participer à quelque gouvernement que ce soit et nous demandons la réunion d'une constituante », l'autre, il va éclater de rire en disant « Ah bon ah bah alors du coup c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas été capable de faire élire un président de l'Assemblée nationale, vous n'avez même pas été capable de trouver un nom de Premier ministre, donc maintenant vous voulez changer les institutions, hein ? On perd au Monopoly, du coup on veut changer les règles du jeu. Ça se passe pas comme ça, mes petits cocos. Bah écoutez, bon vent, hein, très bien. Moi je vais aller négocier avec mon pote Laurent Wauquiez. Hein. Voilà, hein, retourner à la table des petits, et puis les grands ils vont discuter entre personnes. Voilà, c'est ça qui serait passé, tu vois. C'est ça qui se serait passé. Et donc, c'est de la faute à LFI, mais c'est de la faute à tout le monde. Enfin, je veux dire, là, vraiment, dans ces négociations, tout le monde a joué sa partition. Et tout le monde a joué sa partition. Enfin, je veux dire, c'est de la faute à LFI, c'est de la faute au PS, c'est de la faute à tout le monde, c'est de la faute à Tondelier, qui a été la première à dire « Ah, une grande coalition, c'est pas si mal. » Bref, c'est de la faute aux frondeurs de LFI qui ont rien trouvé de mieux que d'ajouter la division à la division en lançant leur parti de gauche en plein milieu de dénégociations. C'est de la faute à Place Publique qui a rien trouvé de mieux que de pousser le nom d'Aurélien Rousseau au sein du Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je suis tellement triste. Je suis tellement triste. En vrai, franchement, je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je suis tellement triste. Je trouve que avoir vu un tel élan populaire lors de l'élection du 7 juillet et voir cet élan populaire se fracasser sur les calculs électoraux des uns et des autres, moi je suis triste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Écoutez, ainsi soit-il. Bon. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je pense que vous pouvez oublier, je pense que vous pouvez vraiment oublier
tout gouvernement Nouveau Front Populaire. Là, je pense que ça n'existe dans aucun monde. Euh, je pense que les macronistes vont évidemment saisir la proposition de Laurent Wauquiez qui va leur proposer un pacte législatif. Hein. Je pense que là, vous avez vu Laurent Wauquiez qui dit non. Alors nous, on ne fera pas de coalition avec Emmanuel Macron. Mais par contre, si Emmanuel Macron veut faire une coalition avec nous, là, on est d'accord. Allez, putain. Non, mais le ridicule du mec. Non, mais je vous jure, c'est vraiment le bal des tartuffes. Hein. Enfin, c'est vraiment le bal des tartuffes. Hein. On en est à un niveau, putain. Mais quand je pense, putain, je suis déprimé. Quand je pense que quand j'étais doctorant, je regardais le jeu politique, je regardais les parlementaires, je regardais, et avec admiration, quoi, en me disant, putain, les gars, quand même, ils gèrent, putain, quel honneur, comme ça, cet engagement public, et là où on en est aujourd'hui, j'étais déjà en colère contre plein de choses, mais là où on en est aujourd'hui, c'est vraiment, bref. Donc, enfin, voilà, quand même, hein, le degré de tartufferie de Laurent Wauquiez, hein. Parce que ce qu'il dit, c'est littéralement, non, nous ne ferons pas de coalition avec Macron, mais si Macron veut faire une coalition avec nous, là, on peut discuter. Bon, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que grosso modo, vous allez avoir une tentative de coalition entre la droite républicaine et les macronistes. Alors, droite républicaine plus les macronistes, ça fait pas 289 députés, et le Nouveau Front Populaire plus le RN, ça fait chuter un gouvernement Macron-Wauquiez. Voilà, ok. Donc, si le RN et le NFP votent ensemble la motion de censure, ça fait chuter n'importe quel gouvernement de coalition entre la droite républicaine et les macronistes. À partir de là, de deux choses l'une. Soit effectivement, le Rassemblement national choisit de voter une telle motion de censure et les institutions sont bloquées. Bon, les institutions sont bloquées. Ça veut dire que, en fait, il n'y a plus aucune combinaison, grosso modo. Ça veut dire que la seule combinaison qui marche, c'est une bonne partie des socialistes et des écologistes et des communistes du Nouveau Front Populaire, plus les macronistes, plus les républicains. Cette coalition-là, on ne peut pas la faire chuter ou très difficilement. Mais honnêtement, j'y crois pas une seconde. Enfin, genre, j'y crois pas une seconde parce que même une coalition, parce que je vois ceux qui disent ouais, mais machin, même une coalition PS, sachant que les socialistes ont dit eux-mêmes qu'ils n'iraient pas gouverner avec Macron. Mais bon, encore que certains ont peut-être été moins clairs que ça. Donc, même une coalition PS, macronisme, droite républicaine se fait renverser par un vote conjoint du reste du NFP et du Rassemblement national. Donc la seule coalition qui ne se fait pas renverser, c'est une coalition écolo, communiste, socialiste, Ensemble pour la République, droite républicaine. Et là, LFI plus RN, ça ne fait pas chuter le gouvernement. Mais, enfin, je veux dire, personne n'y croit une seconde. Enfin, vous imaginez, sans déconner, Sandrine Rousseau et André Chassaigne gouverner avec Laurent Wauquiez? Enfin, je veux dire, après, on peut jouer à toutes les fictions politiques qu'on veut, mais à un moment donné, il faut être sérieux. Enfin, faut être sérieux. Ça n'arrive pas. Et même, je sais bien que sur ce chat, un certain nombre d'entre vous sont critiques envers les socialistes, mais même le groupe socialiste, qu'il y en ait quelques-uns qui soient éventuellement prêts à, pourquoi pas, réfléchir à gouverner avec Emmanuel Macron. Bon, bah, dans la mesure où dans le lot, vous avez Aurélien Rousseau, j'ai envie de vous dire, voilà, lui, il a été son ministre, donc bon. Voilà, dont acte. Mais qu'une partie du PS serait éventuellement prêt à en discuter, soit, mais c'est même pas tout le groupe. Hein. Au sein du PS, vous avez quand même une bonne partie de ministres socialistes qui sont ultra remontés contre Emmanuel Macron, qui n'ont pas choisi de gouverner avec lui après 2017, qui n'ont pas choisi de gouverner avec lui après 2022. On voit mal pourquoi ces députés socialistes-là, qui sont extrêmement remontés contre le macronisme et qui ont fait partie d'une opposition très vigoureuse au gouvernement macroniste à l'Assemblée nationale durant les 2 années qui précèdent, on voit mal pourquoi ils iraient gouverner aujourd'hui avec Macron. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ce truc de l'EPS, c'est des traîtres. Après, à tout moment, ça arrive et je mange mon chapeau, hein, c'est possible, mais c'est pas non plus ce qui me paraît le plus probable. Et encore une fois, quand bien même ce serait le cas, ça suffit pas. Je vous rappelle que le RN plus écologiste, communiste et insoumis, ça suffit à censurer le gouvernement. Bon, donc
Donc, de toute façon, moi, je pense que les institutions sont bloquées, sauf si le Rassemblement national refuse de censurer un gouvernement Macron, les Républicains. Voilà, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Que le Rassemblement national dise, nous sommes responsables, nous ne voulons pas bloquer les institutions de la 5e, donc nous ne censurerons pas un gouvernement Macron, les Républicains. Par contre, nous serons extrêmement exigeants envers leur vote. Par contre, nous serons extrêmement vigilants envers les lois qui seront proposées et nous ne les voterons qu'au compte-gouttes. Ça, c'est possible. Et alors là, s'il se passe ça, eh bien écoutez, c'est merveilleux. La fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte le 8 juillet, ce sera définitivement refermée le 10. Nous aurons un gouvernement Macron, un gouvernement Attal 2, avec en son sein des membres des Républicains, genre Wauquiez, tu vois, super. Ils ne pourront passer quasiment aucun projet de loi, sauf des projets de loi très très fachos, très très fachos, sauf des projets de loi très nationalistes, en tout cas capables d'être votés par le Rassemblement national. Et la gauche va continuer de jouer les arbitres, les spectateurs, l'opposition, condamnée à gueuler dans son coin, quoi. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et derrière en 2027, le Rassemblement national pourra dire, bah, vous avez vu, eux, ils ont participé au gouvernement, nous, on a été responsables. On n'a pas voulu les censurer pour ne pas mettre en danger les institutions. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué, l'économie est en pagaille, l'immigration continue de courir, bon voilà, ils feront leur truc. La gauche dira, oui, machin, tout ça, c'est le moment d'avoir une alternative de gauche. Mais honnêtement, vu l'espoir qui s'est levé dans les électeurs et les électrices de gauche, là maintenant, si le nouveau Front populaire, après avoir gagné les législatives, retourne dans l'opposition sans avoir absolument rien fait, sans avoir absolument rien pu proposer, ça plaide pas quand même, ce sera dur à remonter, quoi, électoralement. Et alors là, comme j'ai toujours dit, boulevard pour Marine Le Pen en 2027. Donc, faut arrêter d'être défaitiste. Ça, moi, je suis désolé. Mais en fait, encore une fois, c'est ma ligne depuis le 8 juillet. Moi, depuis le 8 juillet, je vous dis, nous sommes entrés dans une phase de turbulence extrêmement risquée. Euh, la défaite du Rassemblement national n'est qu'un sursis. Et sauf à trouver les voies d'un changement majeur, sauf à trouver les voies d'une impulsion majeure, la victoire de Marine Le Pen en 2027 reste un spectre extrêmement préoccupant. Donc pas de porte de sortie. L'autre scénario possible, parce qu'on ne sait pas encore ce que va faire le Rassemblement national, mais honnêtement, avoir vu le Rassemblement national voter pour une partie d'entre eux pour Yael Braun-Pivet, avoir vu le Rassemblement national dire « nous, notre vrai ennemi, c'est LFI », moi, ça me laisse craindre du pire. C'est-à-dire que j'ai peur qu'effectivement, en fait, s'ils sont malins, le Rassemblement national, s'ils sont vraiment malins, ils bloquent pas les institutions, parce que eux, leur intérêt, là maintenant, l'intérêt du Rassemblement national, c'est que la politique tienne avec du scotch. Là, on a vraiment une 5e République rafistolée au scotch. L'intérêt du RN, c'est que l'état actuel de la 5e, qui est vraiment toute comme ça, là, toute tordue, toute scotchée de partout, vraiment réparée à la super glue. Bon, l'intérêt du RN, c'est que ça tienne jusqu'en 2027. Comme ça, en 2027, ils diront, bah, vous voyez, il y a 3 ans, vous n'avez pas voulu essayer le Rassemblement national. Vous voyez ce qui s'est passé entre-temps? Rien. Est-ce que maintenant, il ne serait pas temps d'être responsables, Françaises et Français? Et dans l'intervalle, ils auront été malins, ils auront révisé leur programme de gouvernement. Dans l'intervalle, ils auront formé des cadres, parce que là, croyez-moi que... Bon, après, on a de la chance, ils sont quand même sérieusement incompétents. Mais ce qu'on a vu et dont on s'est gossé dans l'entre-deux tours des législatives, c'est-à-dire leur pléiade de candidats tous plus débiles les uns que les autres et incompétents les uns et les unes que les autres. Bon, ça, c'était vrai en 2024, mais ce ne sera plus le cas en 2027. Là, ils savent ce qu'ils doivent faire. D'autant qu'en plus, maintenant, n'oubliez pas qu'ils ont quand même un boost financier considérable, le Rassemblement national. Enfin, ils viennent de gagner 50 députés. 50 députés, c'est des millions et des millions d'euros par an qu'ils ont gagnés. Ce qu'ils vont faire avec ces millions et ces millions d'euros, c'est qu'ils vont former 577 soldats.
Et c'est normal. Et ils savent que c'est ce qu'il faut faire. Ils vont prendre 577 Gugus, ils vont leur faire une école des cadres, ils vont leur bourrer le mou avec des éléments de langage, des techniques rhétoriques de base, du media training. Ils vont en profiter pour sélectionner des profils et éviter d'avoir des néo-nazis, des néo-nazis qui sont investis candidats aux législatives. Vous verrez qu'en 2027, ce sera au cordeau, quoi. Ah, ce sera au cordeau. Les nazis, les Gugus pris en photo en tendant le bras ou en portant une casquette des SS, etc. Ce sera terminé, ça. Ça, ce sera terminé. Tu auras vraiment 577 soldats, sans doute assez jeunes. Sans doute assez jeunes. Ils vont aller chercher toute la jeune génération là, dans le sillage de Thaïs Descuffon et compagnie. Enfin, voilà, tous les jeunes fringants du RN qui n'ont pas eu le temps de tweeter des trucs trop racistes ou qui ont eu l'intelligence de les effacer depuis longtemps, qui ont des réseaux sociaux bien propres, à qui on va inculquer une bonne langue de bois bien rigoureuse. En 2027, la candidature du RN, ce ne sera pas celle d'aujourd'hui. Ce ne sera pas celle d'aujourd'hui. Et donc, l'intérêt du RN, c'est que c'est justement qu'il n'y ait pas de bouleversement. Parce qu'ils savent que sans bouleversement, ils sont probablement ceux qui tireront de l'impuissance actuelle les plus grands bénéfices. Enfin, je veux dire, encore une fois, les républicains plus le macronisme, ils ne pourront rien faire parce qu'ils seront paralysés par la gauche d'une part, mais le RN d'autre part sur la majorité de leurs lois. Donc en fait, condamnés à l'inaction, ils seront condamnés à donner un spectacle déplorable, celui d'un gouvernement qui ne peut pas gouverner. La gauche, elle, sera condamnée à donner pendant 3 ans encore un spectacle tout aussi déplorable, c'est-à-dire celle de la force à jamais dans l'opposition, la force tellement ridicule et tellement incapable de s'entendre qu'ils n'ont même pas été capables de trouver un nom, et que quand ils en ont trouvé un, on leur a ri au nez en disant « Non mais vous n'y êtes pas les gars, c'était il y a 10 jours ça, là c'est fini maintenant ». Et le Rassemblement national, eux, ils vont croiser les bras et ils vont dire « Moi, j'attends ». Et voilà. Et en 2027, c'est boulevard. Donc malheureusement, je crois que c'est ce qui va se passer. On a une solution qui nous sortirait de l'ornière, c'est de parier sur l'incompétence du Rassemblement national et d'espérer que ce qu'ils vont faire, c'est censurer un gouvernement Macron et les Républicains. Et s'ils censurent un gouvernement Macron et les Républicains, alors une nouvelle fenêtre d'opportunité s'ouvre. Et là, c'est un nouveau kairos qu'il faudra saisir, puisque alors nous serons dans une authentique phase de blocage des institutions, une phase de blocage explicite cette fois des institutions, et c'est là où il faudra pousser à mort pour la constituante. Je crains que la constituante soit déjà un peu... Enfin, c'était hier, quoi. C'était hier. Là, il faut continuer de pousser l'idée. Ça reste, selon moi, notre meilleure porte de sortie. Malheureusement, sauf sauf nouveau blocage des institutions, je crains que là, ce soit déjà un peu compliqué, quoi. Après, il faut pousser l'idée. Il faut pousser l'idée parce que, comme je vous le disais en entrée, il faut jamais parier sur sa propre défaite, il faut jamais parier sur le fait que notre idée ne triomphera pas. Au contraire, je pense qu'il y a des idées qui peuvent changer le monde. Le RN peut faire des mauvais choix. Il peut y avoir un gouvernement Macron les Républicains, mais qui chute sur une motion de censure au bout de 6 mois, 1 an. Enfin, je veux dire, il peut se passer plein de choses. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est-à-dire que là, on a vu que la question institutionnelle, elle allait être posée. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer, il faut faire courir l'idée, il faut expliquer aux gens que c'est possible, que c'est souhaitable et que c'est facile. Enfin, c'est ça, parce que c'est la réalité. Construire une démocratie délibérative, 1, c'est possible, 2, c'est souhaitable, je crois, et 3, c'est assez facile en réalité, hein. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc c'est maintenant qu'il faut signer la pétition, c'est maintenant qu'il faut relayer les vidéos, c'est maintenant qu'il faut en parler, expliquer ça autour de vous, et voilà, on n'est jamais à l'abri d'un succès, effectivement, comme le dit Sansa sur le chat, Sanae, pardon, comme le dit Sanae sur le chat, on n'est jamais à l'abri d'un succès, hein. Et puis, quand bien même nous le serions, n'oubliez pas ces vers de Cyrano de Bergerac, « Que dites vous tout bas, c'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » Donc voilà, battons-nous, non pas dans l'espoir du succès, mais dans la conscience que certes, le moment est peut-être passé, mais que malgré tout, lutter pour ses idées, c'est toujours une manière tout à fait enthousiasmante de vivre sa vie. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais malheureusement, là, je pense vraiment que pour l'instant, je retiens encore un peu mes critiques parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais si
croyez-moi que si l'option qui me semble la plus probable se confirme, alors là, vous allez m'entendre gueuler, mais alors fort sur la gauche. Mais alors fort. Parce qu'en vrai, je suis déjà très en colère. En vrai, je suis déjà vraiment très en colère. Mais malheureusement, si vous voulez des lueurs d'espoir, moi, j'en ai pas trop, hein. Là, en fait, le problème, c'est que la défaite de Chassaigne à la présidence de l'Assemblée nationale est venue euh, faire éclater au grand jour ce que tout le monde savait et ce qu'on disait depuis 10 jours, qui est que, bah, en fait, le NFP est pas majoritaire, quoi. Il a même pas la majorité relative, en réalité. Il n'a même pas la majorité relative. Et en l'absence de majorité relative, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais rien, en fait. Bref, voilà. Il y avait le Kairos, hein, il y avait un Kairos le 8-9 juillet pour... en plus, j'en ai discuté quelques jours avant avec beaucoup de gens, je ne les citerai pas, hein. J'en ai discuté avec beaucoup de gens quelques jours avant, je leur disais, je crois que le 8-9 juillet, nous aurons, avant même les résultats des élections, je disais, euh, ce sera illisible, il n'y aura pas vraiment de majorité, quel que soit le parti qui gagne, il ne pourra pas gouverner, on va avoir une fenêtre d'opportunité qui va durer 2 jours, où il faudra pousser très fort la constituante. Et il y a tellement de gens qui m'ont dit, je crois pas Clément, je crois pas, je crois que ce sera trop tôt. Enfin, bref. Est-ce que le changement viendra de la rue? Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Euh, Reste cette opportunité-là, cette possibilité-là, dont on, à, la, enfin, à propos de laquelle nous ne sommes jamais à l'abri. Et enfin, ou plutôt, reste cette possibilité-là qui est toujours possible, qui est un énorme mouvement social qui vient de la rue. C'est vrai. Et n'oublions pas que les Gilets jaunes, mouvement social spontané, venu de la base, mouvement social qui a failli faire tomber à l'époque le gouvernement Macron, hein. Je vous rappelle que Emmanuel Macron avait élaboré un plan si jamais les manifestations devenaient incontrôlables, qui était de nommer Gérard Larcher à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Donc en 2019, à peine 2 ans après avoir été élu, Emmanuel Macron avait élaboré un scénario dans lequel il abdiquait le pouvoir, ou du moins il acceptait de le partager. C'est fou, hein, de se souvenir de cela. Donc un mouvement social spontané qui fait trembler le pouvoir est toujours possible. Et je vous rappelle quand même sur quelles revendications se structurent les Gilets jaunes. Certes, initialement, sur le refus de la taxe carbone. Donc, ils voulaient un carburant moins cher. Mais très vite, la mobilisation et le mot d'ordre des Gilets jaunes qui suscite l'adhésion, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. En fait, le RIC, c'était rien d'autre qu'une métonymie. C'était rien d'autre qu'un symbole pour quelque chose de plus large, c'est-à-dire davantage de pouvoir au peuple. C'est vrai que c'est dur de se mobiliser pour une constituante, c'est-à-dire que c'est toujours un peu fantomatique. C'est vrai que l'idée, elle est difficile à vendre. Elle est facile à expliquer, elle est forte, encore une fois, elle est possible, souhaitable, elle est possible et souhaitable, mais tant que tu n'as pas compris exactement de quoi il s'agit, elle reste un peu fantomatique. Et donc, à l'époque, la revendication autour de laquelle s'étaient rassemblés les Gilets jaunes, c'était plutôt le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais en fait, le RIC n'était rien d'autre que le symbole vibrant, la flamme étincelante de quelque chose de beaucoup plus large, d'un feu bien plus important qui se consumait dans les entrailles des Gilets jaunes, qui était la revendication pour davantage de pouvoir conféré aux citoyennes et aux citoyens. Donc en fait, les Gilets jaunes, c'est déjà une revendication pour plus de pouvoir au peuple. C'est déjà une revendication pour une nouvelle constitution et une nouvelle république, en réalité, même si à l'époque, elle n'est pas comprise comme telle. Et donc, effectivement, vous avez raison, hein. Vous avez raison, on n'est jamais à l'abri d'un mouvement qui partirait de la base, qui partirait de la rue, de gens qui se rassembleraient en se disant mais nom de Zeus, pourquoi on accepte ça en fait? Pourquoi on accepte encore de laisser des responsables politiques jouer avec nos suffrages, jouer avec le scrutin, jouer avec la Constitution, tordre l'esprit même de nos institutions pour conserver le pouvoir, pour se partager les postes, pour se partager le prestige, pour se partager les responsabilités, en nous renvoyant, nous, citoyennes et citoyens, au rang de mineurs, au rang de personnes qui subissent
le gouvernement plutôt que de l'exercer, pourquoi diable tolérons-nous encore cela? Pourquoi diable même le tolérons-nous de la part des partis de gauche qui, alors que pesait sur eux une responsabilité historique, celle soit de tenter de prendre le pouvoir, soit de le refuser pour au contraire revendiquer de nouvelles institutions, à ce moment-là, ces partis de gauche se sont perdus dans les limbes de négociations qui n'ont attiré sur eux que le ridicule le plus absolu. Pourquoi diable nous autres citoyennes et citoyens continuons d'accepter cela? On n'est pas à l'abri que les citoyennes et les citoyens se posent ces questions et en tirent les conséquences qui s'imposent. Donc, vous avez raison. Vous avez raison. Le pire n'est jamais certain et l'avenir n'est jamais écrit. Et donc, l'autoroute de la victoire du RN en 2027 sur laquelle nous sommes aujourd'hui projetés, il n'est pas écrit qu'elle se réalisera. Il n'est pas écrit que nous y resterons. Qui sait? Qui sait ce qui peut se produire? Qui sait ce que les citoyennes et les citoyens peuvent faire? Qui sait ce que peut donner une pétition qui, tout d'un coup, serait partagée massivement, des manifestations qui, tout d'un coup, seraient massives elles aussi? Qui sait ce que tout cela peut donner? Vous avez raison, hein. Vous avez raison. L'espoir n'est jamais perdu. Ou plutôt, c'est pas, voilà, l'espoir n'est jamais totalement épuisé.